Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui là tout de suite se présente à vous en format Extra Ball, notre hors format compressé mais de haute qualité qui nous donne l'occasion de digresser quelques instants sur une sortie du moment. En l'occurrence, on va causer d'un film d'animation, Marie et la fleur de la sorcière. On va le faire avec mon camarade Julien Dupuis. Salut Julien. Salut. C'est nos ciné Extra Ball spécial Marie et la fleur de la sorcière et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Alors ce dessin animé nous vient du Japon, il est signé Horimasa Yonebayashi, est-ce que j'ai bien prononcé je crois, son nom? Ouais, c'est ça, à peu près. Un ancien du studio Ghibli à qui on doit notamment Arrietty, Le Petit Monde des Chapardeurs et Souvenirs de Marnie. Alors qu'est-ce que ça vaut ce Marie et la fleur de la sorcière, Julien, et qu'est-ce que ça nous raconte déjà? Je pense qu'il faut, avant de parler du film en même, il faut parler du contexte en fait de sa fabrication. Il y a une énorme problématique au studio Ghibli depuis longtemps en fait, je dirais depuis Princesse Mononoke qui est la première fois je crois que Miyazaki a annoncé sa retraite, qui est une promesse qui fort heureusement il se parjure à chaque fois et il vient de se parjurer à nouveau et toute la problématique pour Toshio Suzuki qui est donc le grand patron en fait du studio Ghibli à la production est de trouver des successeurs à Miyazaki, à Isao Takahata qui sont donc les deux grands piliers créatifs de Ghibli. On peut même dire que Ghibli a été créé pour eux dans les années 80. Et à chaque fois, Ghibli s'est pris un mur. Il n'y arrive pas, en fait. C'est un studio qui semble ne pas pouvoir survivre à ces deux grands créateurs et qui semble surtout ne pas être capable de révéler d'autres talents, alors qu'il y a des talents, évidemment, dans la Japanimation. Arrive à l'intérieur de tout ça Hiromasa Yonebayashi, qui est un pur produit Ghibli, c'est-à-dire qu'il fait quand même vraiment ses armes au studio Ghibli, il gravit les échelons, c'est quand même une méritocratie, comme souvent au Japon. Oui. Il devient animateur et puis il commence à réaliser Arrietty, qui est pour moi une très grande réussite et qui est un film qui est complètement réalisé sous la coupe en fait de Miyazaki. C'était un projet qui lui était destiné au début. Il avait storyboardé le début du film et on ressent comme ça la patte du maître. Mais je trouvais, et c'était un film qui donnait de l'espoir à ce titre, qui avait quand même une voix, il y avait une énergie en fait là-dedans et que le film était incarné. Voilà, c'est ça. Le film était incarné quoi. Surtout il y avait quelque chose qui se passait. Il a réalisé ensuite Souvenirs de Marnie, qui à une époque on a pu croire que c'était d'ailleurs le dernier film des studios Ghibli, moi à mon sens qui était moins réussi mais qui avait cependant l'avantage de s'éloigner en fait des canons Ghibli, notamment au niveau des thématiques, au niveau des influences, et ça c'est assez marrant d'ailleurs parce que Arrietty était inspiré d'un roman anglais, si je dis pas de bêtises, semble, oui, et il y avait aussi dans Souvenirs de Marnie tout un visuel et une thématique qui pourrait venir des romans fantastiques victoriens, on pourrait dire quelque chose comme ça. Enfin, il y avait cette sensibilité, oui, tout à fait. Qui était du coup peut-être un peu plus adulte, un petit peu moins dans le côté pittoresque japonais, etc. Ghibli donc devait fermer, a même, je crois, fermé en fait, a cessé son activité pendant quelques temps. Je crois qu'il continue à faire des petits courts-métrages. Et qu'est-ce qu'allait devenir Yonebayashi à partir de là? Eh bien, il a décidé de monter un propre studio, et un studio dont le nom est très évocateur, puisque c'est Ponok. Je crois que c'est en hongrois, ça veut dire minuit ou plutôt nouveau jour. Et en gros, c'était un nouveau commencement, un nouveau départ et un départ. Et il l'a fondé avec d'anciens studios du studio Ghibli. Et on peut se dire que à partir de là, ils vont nous montrer une autre voie, qui vont réussir à se réapproprier ce qu'ils ont appris à Ghibli pour le faire sien et livrer des œuvres totalement originales. Et à ce titre-là, La Fleur de Sorcière est un film extrêmement intéressant puisque c'est leur vraie première production. Je crois qu'ils ont dû faire des pubs, je crois, pour les chemins de fer japonais avant, mais c'est vraiment une mise en jambe en fait. C'est un entraînement. Et c'est là en fait que vient le drame en fait. C'est-à-dire que La Fleur de Sorcière est un film plaisant. C'est un film généreux, c'est extrêmement bien fait, c'est super bien produit, c'est très bien rythmé, mais ça n'est qu'un succès d'année d'un film de Miyazaki. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'affranchir en fait de cette influence qui est pour le coup, mais alors totalement écrasante. C'est-à-dire que à tel point d'ailleurs, et ça c'est assez rigolo,
que Miyazaki est quelqu'un qui aime énormément Fifi Brin d'Acier, par exemple, et l'héroïne en fait du film fait immanquablement, enfin moi en tout cas, elle m'a fait immanquablement penser à ce personnage-là. C'est-à-dire que l'ombre du maître est telle qu'ils en viennent à citer ses propres influences. Ces mêmes sources. Et tu ne peux pas voir le film sans penser une seule minute au grand chef-d'œuvre en fait de Miyazaki, que ce soit alors évidemment Kiki la petite sorcière, ça on pouvait s'y attendre, mais aussi alors énormément, je trouve que c'est peut-être encore pire, Chihiro. Voyage de Chihiro. Voilà, et c'est la même chose, mais c'est un peu moins bien. Et là aussi où l'influence est écrasante et un petit peu embarrassante, c'est que le propos du film, le fond qui n'est pas honteux, mais qui n'est pas non plus transcendant, n'est aussi qu'un succès d'année du travail de Miyazaki. Donc cette influence est d'autant plus écrasante. C'est pas simplement une question de mécanisme de scénario, c'est pas simplement une question de référence, c'est pas non plus une question par exemple de caractère design qui est là, c'est pareil, on est dans des canons, c'est extrêmement convenu. C'est aussi une question de propos. Et en plus un propos qui me semble pas franchement pertinent, original ou très intéressant, y compris dans la façon dont c'est traité. Là, on se retrouve encore avec un film qui dénonce les dérives de la science et du monde moderne, alors avec des paraboles pas forcément très, très fines sur les tests sur les animaux, par exemple, ce genre de choses. Ça reste quand même un film tout à fait fréquentable, qui est extrêmement plaisant, mais sur l'avenir et sur l'héritage en fait du studio Ghibli, on se retrouve à nouveau face à un échec. Et pour moi, c'est quand même ce qui a dominé en fait à la vision du film et ce qui m'a quand même énormément déçu. Est-ce que c'est un signe de la mauvaise santé de la Japanimation ou juste de cette culture Ghibli ? Non, je pense que pour moi, la Japanimation se porte à merveille. Hein. Je pense que après, comment l'expliquer, c'est extrêmement difficile en fait, parce que c'est des questions très personnelles. Pourquoi ils se sentent obligés de marcher à ce point-là dans l'ombre de Miyazaki alors que rien ne les y oblige en fait. Est-ce que c'est par un intérêt financier ? Est-ce qu'ils ont eu peur de se lancer pour un studio qui, j'imagine, est assez fragile dans quelque chose d'extrêmement original ? Tout ça est peut-être recevable. Je ne sais pas, il faudrait en discuter avec eux. Moi, ce n'est pas à ma place. En fait. Moi, je ne suis là que pour constater. Je n'ai pas vécu la conception du film à l'intérieur et c'est très difficile en fait, de répondre à ça en voyant le film. Mais je pense que c'est compliqué en fait, de suivre en fait, un grand réalisateur comme ça. C'est-à-dire que, ou alors tu t'affranchis complètement de lui, tu pars dans une autre direction, ou alors en règle générale, j'ai l'impression en tout cas qu'il faut plusieurs générations, ou en tout cas une très grande distance, pour réussir à digérer tout ce qu'on t'a offert et réussir à t'émanciper, à voler de tes propres ailes. Peut-être que Nebayashi il réussira dans un prochain projet, j'en sais rien, mais en l'état, c'est pas très encourageant. Pour l'instant, c'est pas le cas. En tout cas, Marie et la fleur de la sorcière, c'est à voir au cinéma. Notre temps est écoulé. Merci Julien, merci à Camille à la technique, à l'antenne Paris pour l'accueil. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très bientôt. Bonjour, je suis Azita Vissian. À partir du 8 mars, vous pourrez découvrir Casserole, mon nouveau podcast qui vous raconte des histoires intimes à travers les recettes. Et pourquoi tu t'es mis à faire des blinis ? Il y a une histoire quand même derrière tout ça. Oui, c'est pas une petite bouffe qu'on fait comme ça pour s'amuser et qui est pittoresque. C'est quelque chose d'essentiel à la vie russe. Roule une boulette. Une boulette. Une boulette. Il y a une technique pour bien rouler ? Alors, traditionnellement, en Roumanie, elles sont faites un peu comme une petite saucisse. Et puis, on a des battles de boulettes. Casserole, c'est un jeudi sur 2 sur Binge Audio, Apple Podcast. Casserole, c'est à partir du 8 mars sur Binge Audio, SoundCloud, Apple Podcast et sur toutes les plateformes dédiées. Binge Audio. J'ai réussi à le dire en entier.